Dernier épisode en date des vives tensions entre Kigali et Kinshasa. Le Rwanda dit ne plus pouvoir accueillir des réfugiés en provenance de la RDC en proie dans l'Est aux violences de groupes armés, selon Paul Kagame sur RFI.fr. Le syndicat national des écoles primaires publiques de la RDC en sit-in ce mardi devant le ministère des Finances à Kinshasa. Selon son président, le but de cette démarche est d'obtenir la prime de gratuité de tous les enseignants depuis le mois d'août jusqu'au mois de décembre 2022. Grande campagne de communication lancée par les autorités congolaises à 22 jours de l'arrivée du souverain pontife. Au total, 11 événements prévus sur 6 sites identifiés pour l'occasion. C'est le ministre de la Communication et Médias qui a présenté l'équipe à la presse. Nouveau journal sur Télé 50. Bonjour. Lors d'un discours devant les parlementaires lundi 9 janvier à Kigali, le président rwandais Paul Kagame a estimé que son pays ne pouvait pas continuer d'accueillir les réfugiés congolais, réagissant ainsi, selon RFI, aux accusations de soutien de Kigali à la rébellion du groupe M23 dans l'est de la RDC. C'est un nouvel épisode dans les escalades verbales entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le pays des 1000 collines ne peut plus accueillir des réfugiés en provenance de la République démocratique du Congo, a déclaré le président rwandais Paul Kagame, qui dit refuser que le Rwanda supporte le fardeau du Congo. Dans un rapport publié en décembre dernier, les experts onusiens ont affirmé avoir collecté des preuves substantielles démontrant l'intervention directe des forces de défense rwandaises sur les territoires de la RDC. L'Union européenne a appelé le Rwanda à cesser de soutenir l'M23. En réalité, au départ de la crise congolaise, il était très difficile d'affronter publiquement Kagame, vu qu'il agissait derrière certains acteurs secondaires et qu'il occupait une position avantageuse de par le soutien militaire et diplomatique dont il bénéficiait de la part de qui l'on sait. L'information sur la guerre au Congo et sur les millions de victimes était-elle même soit bâillonnée, soit manipulée pour en faire un simple conflit congolo-congolais. Paul Kagame restait longtemps maître de la situation et disposant d'une grande puissance stratégique. Il semblait quasi impossible de l'en déloger par la force. Mais dans la longue histoire des violences protéiformes que subit la RDC, le temps a toujours été le meilleur allié des Congolais, qui bien évidemment n'ont pas encore totalement mis à plate couture leurs coriaces adversaires, mais ont tout de même réalisé l'exploit de le démystifier en étalant sur la place publique le fonctionnement interne de son Nubwenge et la cruauté de son régime, tout comme sa grande nuisance au climat de paix dans la sous-région. À l'heure actuelle, son antique mensonge ne fonctionne plus et Kagame est visiblement en difficulté. La manipulation anormale de ses interviews sur le Congo, sa grande erreur stratégique de s'ériger en porte-parole de M23 durant différents sommets sur le conflit congolais et présentement les sévères condamnations sur les plateaux des grandes télévisions du monde de la part des puissances occidentales censées être ses parrains directs s'avèrent être les signes évidents du tigre forcé de sortir de sa tanière. Le combat n'est pas encore gagné par la République démocratique du Congo au regard des aides militaires occidentales qui continuent à affluer à Kigali, mais très clairement, une brèche est en train de s'ouvrir dans les dispositifs du régime FPR. La certitude de ses parents sous l'invincibilité de Kagame n'est plus aussi acquise comme ce fut dans le passé. Il faudra continuer à sonner les trompettes, à exercer cette pression médiatique et à multiplier des actes symboliques très forts, des résistances qui font déjà mouche dans l'opinion internationale, tels ces gestes. Le combat de la résistance congolaise a visiblement dépassé les frontières congolaises. Il est récupéré par l'opinion mondiale et ce n'est pas peu de choses. Au-delà des localités déjà sous leur contrôle, les terroristes du M23 tentent également d'occuper Ishasha, une entité frontalière avec l'Ouganda. Alerte la société civile du Nord Kivu qui accuse l'Ouganda d'appuyer avec sa logistique le M23 pour arriver à cette fin. On écoute à ce propos Étienne Kambale, président de la société civile Bonne Gouvernance du Nord Kivu.
Le M23 a déjà coupé des contacts à partir de Nyamilima. Nyamilima qui est déjà sous contrôle du M23. Mais maintenant, nous alertons le gouvernement congolais, la communauté internationale, la MONUSCO par rapport à nos frères qui sont là-bas à Ishasha et aux agents de l'État qui sont là-bas. Nous en appelons à la communauté internationale que le M23 n'est pas en train de jouer un franc jeu pour laisser les entités conquises et les laisser entre les mains de la communauté, de Eastern African Community. Nous aimerions que cette entité ne soit pas conquise militairement, que nous ne puissions pas perdre nos policiers et nos soldats qui sont là. Cette guerre, elle est une guerre inutile. Et les informations que nous avons à notre possession, c'est qu'il y a les troupes ougandaises sont amassées de l'autre côté pour qu'ils puissent renforcer les zones du M23 à la rescousse si nos forces de défense se mettent à faire une résistance farouche. C'est pour cette raison que nous en appelons aux ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo et aussi les Nations Unies et à notre gouvernement d'agir d'urgence et l'Angola par la commission ad hoc d'intervenir pour que cette situation, nous n'avons pas droit à perdre nos frères au niveau de Ishasha. Ces citoyens-là qui sont à Ishasha ont droit à une protection. On va rester dans le Nord Kivu. Le gouverneur militaire, le général Constant Ndima, a animé la réunion du comité provincial élargi de sécurité sur les élections RDC, particulièrement dans cette province sous état de siège. Selon le porte-parole des FRDC dans cette contrée, les partis dont la paix est encore perturbée par l'insécurité dépendront également de l'évolution sur terrain de l'appareil sécuritaire. On l'écoute. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir la sécurisation du processus d'enrôlement des électeurs en province du Nord Kivu. Dans son mot, devant le comité provincial de sécurité. En effet, sa délégation est à Goma pour plusieurs activités relatives au lancement de la sensibilisation des électeurs à s'enrôler en préparation des échéances électorales à venir, y compris une séance de concertation avec les forces vives de la ville de Goma afin de leur faire part, entre autres, des innovations apportées au processus électoral et les règles des jeux y afférents. Il a fait part au comité de la préoccupation de la CENI par rapport au déploiement futur des matériels de la CENI dans les zones sous occupation de M23/RDF. Le gouvernement militaire a commencé par rassurer la délégation sur l'appui du comité provincial de sécurité avant de peindre la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la province, notamment à Rutshuru et dans une partie du territoire de Nyiragongo, avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir sur le bon déroulement du processus d'enrôlement des électeurs dans sa province. Ce dernier a tenu à faire savoir à la délégation de la CENI que l'enrôlement des électeurs se déroulera bien dans la plupart des grandes agglomérations. Toutefois, pour ce qui concerne les zones sous occupation de M23/RDF, tout dépendra de l'évolution de la situation sur terrain, a-t-il ajouté. L'opération d'enrôlement des électeurs en Ituri aura lieu le 16 février de l'année en cours. Les préparatifs vont bon train. Depuis ce lundi, en formation de 7 jours, les agents électoraux pour le renforcement de leurs capacités. Le chef d'antenne de la CENI en Ituri, Jimmy Anga, appelle la population à la paix pour la réussite de cette étape cruciale du processus électoral en RDC. Plus question de doute. Les élections auront bel et bien lieu en Ituri, province sous état de siège qui se stabilise peu à peu avec l'implication de l'administration militaire sous le leadership éclairé du lieutenant général Luboyanka Johnny. En audience ce lundi avec le gouverneur, le chef d'antenne de la CENI en Ituri, Jimmy Angama Tadri, appelle certains fils et filles égarés ayant pris les armes à revenir à la raison pour le bon déroulement
de l'opération d'enrôlement des électeurs prévue pour le 16 février dans cette partie du pays. Nos frères et sœurs doivent plutôt se mobiliser pour cette grande messe, pour cette grande fête qui commence le 16 février, qui est l'enrôlement, parce que du nombre d'électeurs dépendra le nombre de sièges. Il était accompagné d'une forte délégation de la CENI venue de Kinshasa pour superviser la formation des agents électoraux pendant 7 jours. Objectif, renforcer leurs capacités pour un enrôlement de qualité. On va leur expliquer qu'est-ce qu'un centre d'inscription, où est-ce qu'il peut être installé, comment il peut être aménagé, qu'est-ce qu'on fait au centre d'inscription, comment remplir les différentes fiches et comment conduire un électeur quand il arrive. Et il faut aussi manipuler la machine. Nous tenons pour vous informer déjà qu'on a reçu un lot de machines de formation, donc le kit d'enrôlement de formation. Rappelons que l'Ituri compte plus de 700 centres d'inscription. Une matinée d'échange et de clarification a réuni hier lundi au salon Garamba du ministère de l'Intérieur les animateurs des ONG, de la société civile et les membres du secrétariat exécutif provincial de Kinshasa de la CENI. L'objectif du forum a consisté à l'éclairage sur le processus de l'enrôlement et d'identification de la population. 3 temps forts ont marqué ce cadre de concertation animé par la CENI par le biais du secrétariat exécutif provincial de Kinshasa, notamment les exposés axés sur la situation en cours du processus de l'enrôlement et de l'identification de la population, ainsi que les innovations opérées dans la loi électorale, lesquelles étaient suivies d'un échange d'informations. S'agissant de la révision du fichier électoral, la CENI a renseigné sur le mode d'obtention de la carte d'électeur. Nous avons exposé comment les requérants peuvent obtenir calmement et correctement, dans la façon normale, leur carte d'électeur. Et la société civile, les structures qui étaient là, nous ont posé des questions. Nous les avons édifiées. L'aspect juridique et contentieux a également été évoqué afin d'éviter tout malentendu pendant et après les échéances. Quand nous avons abordé sur les innovations qu'apporte la loi électorale, nous avons évoqué les seuils de recevabilité et les seuils de représentativité. La loi recommande à ce que votre liste ne peut être déclarée recevable que si vous avez totalisé 300 députés. Ainsi, après ce jaugeage, la population congolaise est appelée à s'approprier le processus électoral pour s'offrir des élections dans le respect de la loi. Matinée électorale organisée par le parti politique Leadership et Gouvernance pour le développement cher à Matata Pogno, ceci dans le but de conscientiser les cadres et militants du parti à l'enrôlement des électeurs. À quelques jours de la fin des opérations d'identification et enrôlement des électeurs, le parti politique Leadership Gouvernance pour le développement a organisé la matinée électorale sous le thème LGD face aux enjeux du processus électoral de 2023. Comme invité, Action pour la démocratie et gouvernance électorale. Cette structure de la société civile a échangé avec les cadres et militants du parti sur les contours du processus de 2023. Nous avons évoqué les forces et les faiblesses du calendrier électoral tel que publié par la CENI et nous avions abordé certains contours relatifs avec les préparatifs de leur parti. Puis nous avons envisagé dans quel cadre que nous pouvons collaborer pour le renforcement des capacités de leur parti en matière électorale. Pour le secrétaire général du parti, le LGD est prêt à aller aux élections en mettant en place un système de surveillance très renforcé. Nous avons pris les paris d'aller aux élections, de mettre en place un système de surveillance animé par des témoins qui sont déjà bien identifiés et qui vont donc s'impliquer dans les jeux pour débusquer de temps en temps les abus, les dénoncer et y travailler. Et donc notre challenge, c'est celui de donner à ces pays un leadership de qualité pour une gouvernance de qualité en vue de mettre ces pays sur les sérails de développement qui a beaucoup manqué depuis que le pouvoir Tshisekedi est là. Après ces échanges, la machine électorale du parti politique LGD est en route, conclut le secrétaire général Franklin Chamal. Le réseau des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo Rapuiko était en assemblée ordinaire 2023 hier à Kinshasa, une manière pour eux d'évaluer la situation académique 2021-2022 caractérisée par le non-respect des accords signés avec le gouvernement Abibois.
Une possibilité d'aller en grève en cas du non-respect des accords des Bibouane-Télé a été évoquée par les réseaux des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo. Dans un communiqué rendu public par les RAPUCO après sa première Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2023, ces derniers disent regretter de constater les non-respects du mot d'ordre du chef de l'État au gouvernement de la République lors du 66e Conseil des ministres TNU vendredi 26 août 2022, demandant l'exécution avec promptitude des engagements pris à Bibois. Lors de cette assemblée, plusieurs points ont été analysés, notamment les paiements des arriérés, des rémunérations accumulées depuis janvier 2017, l'acquisition des véhicules par les professeurs, la récupération effective du budget d'achat tel qu'est prévu à l'exercice budgétaire 2023. Ces professeurs ont rappelé leur bonne foi et qui, par sursaut patriotique face à la guerre imposée au pays, ont suspendu leur grève. Alerte une fois de plus les gouvernements sur les incidents négatifs pouvant découler à la non-exécution des accords. Et pendant ce temps, ceux de l'EPST dénoncent la violation des accords signés à Mboué-la-Loge dans la province du Congo central. Les enseignants des différentes écoles primaires de Kinshasa étaient en sit-in ce mardi devant le ministère des Finances pour exiger à l'État congolais le respect de ses engagements. C'est devant le ministère des Finances dans la commune de la Gombe que les enseignants des différentes écoles de la ville de Kinshasa sont venus réclamer le non-respect par le gouvernement congolais des accords signés à Mboué-la-Loge dans la province du Congo central. Les accords selon lesquels le gouvernement de la RDC devrait payer le réajustement de la prime de la gratuité de l'enseignement des bases à partir du mois de juillet 2022, payer également la prime d'encadrement aux agents des services centraux. Constat, pour les enseignants, l'État congolais n'a payé que le mois de juillet et pour les agents des services centraux, il s'observe aussi un retard de paiement. Ce sont toutes ces raisons qui ont motivé l'intersyndicale des enseignants de l'EPST à descendre dans la rue ce mardi pour manifester son indignation. Message au gouvernement, nous avons signé avec eux, ils nous ont demandé, nous avons respecté notre engagement. Ils nous avaient demandé que nous puissions avoir une rentrée scolaire apaisée. Vous êtes des journalistes, vous avez vu que cette année scolaire 2022-2023 a été apaisée, aucune école n'a été partie en grève. Mais eux, ils ne veulent pas respecter les engagements. Donc, nous demandons au gouvernement de respecter les engagements. Notons que c'était une promesse du gouvernement congolais aux enseignants des écoles primaires de payer la prime de gratuité avec un réajustement à hauteur de 20 000 francs congolais par mois, et cela à partir de juillet 2022. Depuis ces mois, les enseignants constatent avec regret que même ce petit rien a été coupé sans motif valable après avoir reçu seulement un mois. Cette même tension a été observée hier dans la province du Sud Kivu. Les enseignants des secondes de la RDC n'ont pas repris le chemin de l'école, répondant ainsi au mot d'ordre de leurs syndicats respectifs qui ont déclenché un mouvement de grève pour exiger au gouvernement congolais de répondre à leurs revendications. Et comme annoncé dans le sommaire, la visite du pape François est confirmée. Il arrive à Kinshasa le 31 janvier pour un séjour qui ira jusqu'au 3 février 2023. À cet effet, une grande campagne de communication a été lancée par les autorités congolaises à 22 jours de l'arrivée du souverain pontife. Au total, 11 événements sont prévus sur 6 sites identifiés pour l'occasion. Le pape François arrive à Kinshasa le 31 janvier et va rencontrer un groupe de déplacés, mais aussi les victimes de la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. Le nonce apostolique Ettore Balestrero l'a annoncé dans un briefing de presse conjointement animé avec le ministre congolais de la communication et médias et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Monseigneur Ettore Balestrero appelle tous les Congolais et particulièrement les Kinois à réserver un accueil chaleureux au Saint-Père à partir de l'aéroport international d'Njili jusqu'au Palais de la Nation. Le 2 février, le souverain pontife aura une grande rencontre au Stade des Martyrs avec tous les jeunes. Selon le nonce apostolique, le Saint-Père veut montrer, à travers cette visite placée sous le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ », l'amitié, la solidarité, la sympathie et la proximité de l'Église universelle vis-à-vis de l'Église catholique de la République démocratique du Congo. Aussi, le Saint-Père apporte sa bénédiction et un message de paix
appelant les Congolais à se réconcilier pour la délivrance des autres compatriotes qui vivent dans la souffrance, particulièrement les victimes des conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pour sa part, le gouvernement de la République accélère les préparatifs pour la réussite totale de cet événement de l'année 2023. Au Lualaba, un groupe de présumés bandits a été présenté ce lundi à la gouverneure ad interim par le commandant de la 22e région militaire. Il s'agit de 3 sujets chinois et un Congolais. Selon les services de sécurité, ce réseau mafieux aurait tué et extorqué une importante somme d'argent des mains d'un homme d'affaires chinois. Un groupe de présumés bandits, dont 3 sujets chinois et un Congolais, ont été appréhendés par les services de sécurité du Lualaba. C'est le commandant de la 22e région militaire qui les a présentés à la gouverneure de province lundi 9 janvier 2023. Grâce à la vigilance et la lucidité en renseignement de nos services de renseignement ont mis la main sur les bourreaux criminels et leurs armes létales. 4 pistolets au total que vous voyez là-bas, récupérés entre les mains de ces présumés criminels. Les investigations se poursuivent pour remonter la filière et de démanteler les réseaux. Ce présumé réseau mafieux aurait tué un homme d'affaires chinois le 30 décembre dernier avant de lui ravir la somme de 590 000 $ américains. Les éléments de sécurité ont réussi à mettre la main aussi sur plusieurs armes à feu, dont ces hommes se seraient servis pour assouvir leur soif criminelle. Marie-Thérèse Masuka Saini s'est félicitée du travail abattu par les services de sécurité de sa province, tout en les appelant à redoubler d'efforts pour combattre ces pratiques. Je ne pensais pas aujourd'hui pouvoir me mettre pour parler de la mort. Hélas, Dieu l'a permis, mais Dieu vous a donné la force de pouvoir aller les dénicher là où ils étaient partis. Au Lualaba, nous vous donnons tout. Nous vous donnons le travail. Vous venez travailler, vous êtes dans nos mines, vous êtes dans nos infrastructures, vous êtes dans tout ce que nous pouvons avoir comme affaire dans cette province. Mais voilà ce que vous avez montré. Vous avez tué un de vôtres au nom de la population de Lualaba, général, avec toute votre équipe. Nous vous disons sincèrement merci du fond du cœur, car nous savons que vous êtes dehors en train de patrouiller pour que nous puissions dormir. Tous ont été mis à la disposition des instances judiciaires pour qu'ils subissent la rigueur de la loi de manière exemplaire. Et ici à Kinshasa, la planification des activités pour une régulation efficiente de la sous-traitante au cours de l'année 2023. Voilà, entre autres, le sujet au centre de l'audience accordée au directeur général de l'ARSP, Miguel Kachal-Katem, par le ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, Eustache Mouanzi. Il s'agit du premier entretien entre le nouveau directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC et le ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises. Miguel Katem-Kachal a été reçu en audience par le ministre de tutelle Eustache Mouanzi ce vendredi 6 janvier 2023 pour discuter sur le plan d'action des activités à amorcer au cours de cette nouvelle année. L'objectif est de permettre la bonne collaboration entre les entreprises principales et les sous-traitants pour matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici, là, vous allez voir les actions que nous allons poser. Nous demandons aux entrepreneurs de s'approprier de cette vision du chef de l'État qui est de créer la vraie classe moyenne. Et la vraie classe moyenne, c'est eux, les entrepreneurs congolais, c'est la jeunesse de notre pays qui est le socle de notre économie future. La planification des activités de la RSP pour une régulation efficace et efficiente en 2023 reste le maître mot de Miguel Katem-Kachal. Et dans le continent, Alain-Claude Billié-Binzé, proche d'Ali Bongo Ondimba, vient d'être nommé Premier ministre au Gabon, en remplacement de Rose Christiane Oussoukara-Ponda, nommée, elle, vice-présidente de la République. Alain-Claude a été à la tête de nombreux ministères depuis 2006. Par décret du président de la République et nommé Premier ministre chef du gouvernement, M. Alain Claude a déclaré devant la presse le secrétaire général de la présidence. Le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba a choisi lundi comme nouveau Premier ministre un de ses fidèles, Alain Claude Billy, en remplacement de Rose Christiane Oussoukara, nommée vice-présidente de la République. C'est un poids lourd de la politique gabonaise
que M. Bongo s'est adjoint à 8 mois des élections présidentielles. M. Alain, 55 ans, qui a détenu plusieurs portefeuilles depuis 2006, était vice-premier ministre et ministre de l'énergie et de ressources hydrauliques du gouvernement sortant. Madame Asuka, première femme chef du gouvernement gabonais, est nommée vice-présidente, un poste vacant depuis mai 2019, depuis le limogeage de Pierre Manganga. Quelques heures plus tard, le nouveau Premier ministre annonce lui-même la composition de son gouvernement. Le précédent conduit quasiment à l'identique pour le poste clé et d'importance intermédiaire, mais passant de 38 à 45 membres, avec le rajout de 7 ministres délégués, entre autres Madame Asuka, 59 ans, ancienne maire de la capitale Libreville et ministre de la Défense. Les élections présidentielles et législatives doivent se tenir à l'été 2023. Rappelons que Bongo a été élu pour la première fois en 2009, après la mort de son père Omar Bongo Odiba, qui avait dirigé sans partage plus de 41 ans le petit État d'Afrique centrale, riche de son pétrole. Et en sport, les Léopards A' livrent ce mardi leur dernier match amical contre les Aigles du Mali. En préparation à Tunis depuis le week-end dernier, les Fauves congolais devront rejoindre le lieu de la compétition au plus tard le 12 janvier. Après la séance de musculation effectuée dimanche en salle, les Léopards A' de la RDC se sont entraînés lundi 9 janvier sur la pelouse naturelle du terrain annexe du stade Radès. Après avoir étrié les chevaliers de la Méditerranée samedi en amical, les Fauves congolais vont livrer un autre match test ce mardi face aux Aigles du Mali, le dernier, avant de rallier à Naba. Satisfait du contenu, peut-être pas encore, parce qu'on a eu une première temps très difficile. Vous avez vu que beaucoup de jeunes qui découvrent en même temps la compétition, on a été malmenés dans les duels. On a perdu beaucoup de 1 contre 1, de 2 contre 2. Et on dirait qu'ils étaient surpris par la vitesse et l'intensité. Mais je crois que la deuxième mi-temps a été favorable parce qu'on a apporté quelques changements. On a cherché maintenant à passer par les côtés, surtout jouer au sol. Malgré l'état du terrain, on a réussi à faire quelque chose, surtout avec la vitesse des milieux excentrés, dont Ikangalombo, ça nous a apporté un plus parce que ce qui nous manquait, c'est la projection rapide vers l'avant. Pour rappel, la RDC est logée dans le groupe B aux côtés de l'Ouganda, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. On en vient au rappel des principaux titres. Dernier épisode en date des vives tensions entre Kigali et Kinshasa. Le Rwanda dit ne plus pouvoir accueillir des réfugiés en provenance de la RDC en proie dans l'Est aux violences des groupes armés, selon Paul Kagame sur RFI. Le syndicat national des écoles primaires publiques de la RDC en sit-in ce mardi devant le ministère des Finances à Kinshasa. Selon son président, le but de cette démarche est d'obtenir la prime de gratuité de tous les enseignants depuis le mois d'août jusqu'au mois de décembre 2022. Grande campagne de communication lancée par les autorités congolaises à 22 jours de l'arrivée du souverain pontife. Au total, 11 événements sont prévus sur 6 sites identifiés pour l'occasion. C'est le ministre de la Communication et Médias qui a présenté l'équipe à la presse. Tout de suite, la revue de presse. Merci de rester avec nous. Benjamin Moudiata nous a sur l'horizon du mardi 6 janvier. Bonjour et bienvenue, Benjamin. Merci à toi, Amina Beombo. Kagame essaie d'éviter la noyade en refusant des réfugiés venant de la RDC. Qu'en dit la presse ? Exactement, c'est basant sur le journal paru ce matin à Kinshasa, Amina. Il y a d'abord cette position du président rwandais, Paul Kagame, en faveur de réfugiés congolais qui a le plus intéressé les chevaliers de la plume. Alors, on va ouvrir avec Africa News qui annonce le Rwanda ne peut plus accueillir de réfugiés de la RDC, estime Paul Kagame. Ce média en ligne, n'est-ce pas, reprend le propos de Kagame qui essaye tant soit peu à se laver les mains alors que la communauté internationale entière est en train de lui demander de plus soutenir le groupe armé
et le M23 qui sont en train de perpétrer des massacres à l'est de la République démocratique du Congo. Et sur le même sujet, actualité.cd dit « Le Rwanda ne peut plus accueillir de réfugiés de la RDC », estime Kagame. Ces médias en ligne a donc montré dans le corps de son article le revers de la médaille en épinglant que dans le rapport publié en décembre dernier, des experts mandatés par les Nations Unies avaient affirmé avoir collecté, Amina, des preuves substantielles démontrant l'intervention directe des forces de la défense rwandaise sur les territoires de la République démocratique du Congo. Alors, au moins, entre autres, il y avait le mois de novembre en 2021 et octobre 2022. Alors, on avance, chose d'ailleurs qui est en train d'être réprimandée, n'est-ce pas, par la communauté internationale. La dernière personne à faire cette réplique, il s'agit de William Janon, porte-parole de la langue française du département américain, nous rapporté par Forum des As dans sa rubrique Enjeux de l'air. Ces médias titrent les propos clairs et nets de Johan Amina. Je cite, « Nous réitérons notre appel au Rwanda pour qu'il cesse de soutenir le M23, Amina Bayongo. » À l'approche de la visite du pape François à Kinshasa, les préparatifs s'intensifient. Exactement, l'autre sujet pertinent qui ne quitte pas le journal à Kinshasa la Belle, Amina Bayombo, c'est la visite du pape François en République démocratique du Congo. Et d'abord, Forum des As qui pointe à la une, Monseigneur Hector, le pape à Kinshasa pour aider les Congolais à se réconcilier. En notant que hier, les ministres de la Communication, Patrick Mouyaya, a co-animé le briefing avec Monseigneur Hector où ils ont abordé les préparatifs, n'est-ce pas, pour recevoir les papes François à Kinshasa. Et dans l'article, Amina, ce média relève l'objectif principal du voyage du pape, qui est celui de faciliter l'entente entre Congolais, l'évangélisation, la paix et le développement. Parlant de préparatifs, il y a aussi l'opération d'assainissement coup de poing lancée depuis hier par l'hôtel de ville de Kinshasa. Il y a d'abord radiocapi.net qui titre « Gérard Moulumba, toute la ville de Kinshasa est concernée par l'opération coup de poing ». Il s'agit, n'est-ce pas, d'enlever toutes ces personnes qui vendent le long du boulevard, qui créent les désordres parfois. Il y a aussi des saletés qui restent. Ça va partir de l'aéroport international de Djili jusqu'à la première rue Limité. Autre enjeu lié à la visite du pape François Amina, je ne sais pas si vous le savez, c'est celui du fait que la RDC représente le premier pays catholique en Afrique et le 6e pays catholique au monde en termes de fidèles. Et à l'international, on parle du Nigeria qui risque de voir ses élections repoussées ou annulées suite à la situation sécuritaire. Eh bien, Amina Bayombo, c'est un sujet qui alimente les inquiétudes de voir les élections de février être repoussées ou annulées au Nigeria de Muhammadu Buhari. Il y a d'abord VOA Afrique, n'est-ce pas, qui titre « L'ombre de l'insécurité plane sur les élections de février au Nigeria », en reprenant le mot de leur président de la Commission électorale nationale indépendante qui exprime ses inquiétudes, disant que, compte tenu de la situation d'insécurité dans le pays, les élections pourraient ne pas avoir lieu. La même information, Amina, est reprise à africanews.com qui titre ce matin « Nigeria, l'insécurité menace la tenue des élections ». Il y a une chose qui devrait intéresser, n'est-ce pas aussi, les dirigeants du Congo, parce que nous préparons les élections en 2023 pour que la situation sécuritaire soit assainie en raison du fait que nos élections se tiennent dans les conditions les meilleures. Amina Bayombo. Merci beaucoup Benjamin Moudiata pour cette revue de presse transversale. C'est moi qui vous remercie, Amina. L'actualité continue sur votre chaîne. À très bientôt. L'actualité reste à continuer.